Bonjour à tous, je me présente. Baptiste Augençon. Le titre du talk, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment déployer des modèles d'IA à l'Edge. Ça va être un live coding avec des bonnes pratiques. Donc je me présente, je m'appelle Baptiste Augençon, je suis ML Engineer et ça fait à peu près 7 ans que je travaille pour des clients industriels à déployer des solutions d'IA à l'Edge dans leurs usines principalement. Dans le monde du digital manufacturing ou l'industrie 4.0 pour ceux à qui ça parle. On vient amener de l'intelligence dans les usines. En plus de ça, je suis committeur principal d'un framework dont parlait Marissa qui s'appelle Viao, dont je vais parler un peu plus tard dans la présentation, qui permet d'accélérer en fait tout ce qui est use case d'inspection visuelle à l'Edge. Allez, je démarre. Voilà l'agenda d'aujourd'hui. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Sachant que c'est un live coding, il va y avoir une partie démo où je vais interagir, je vais avoir des actions. Donc, soyez pas surpris. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cet atelier d'IA à l'Edge ? Comme le disait Marissa en introduction, aujourd'hui, on a le cloud qui nous fournit palanquée de services managés, qui nous permettent de facilement déployer nos modèles d'IA. Donc, pourquoi vouloir le faire à l'Edge ? Et déjà, c'est quoi l'Edge ? L'Edge, je vous en ai ramené un exemple aujourd'hui. Ça va être mon Raspberry là, qui est devant moi. Je ne sais pas si vous arrivez à tous le voir. En fait, c'est un mini ordinateur compact qui est capable de travailler tout seul en autonomie sans avoir besoin d'une connexion externe. Donc, pourquoi j'ai voulu faire cet atelier ? Parce qu'aujourd'hui, l'IA à l'Edge va nous permettre de résoudre, d'automatiser des process complexes au cœur même de l'action en assurant 3 choses. Temps réel, sécurité et autonomie. En effet, plus on va avoir une de ces 3 contraintes qui va être forte, plus on va vouloir déporter notre modèle d'IA, ne pas le déployer dans le cloud, mais plutôt venir le déployer au plus proche de l'opérationnel sur un edge proche de nos lignes de production, par exemple. Si je vous donne un exemple, imaginez vous êtes dans une usine, votre ligne qui produit, je ne sais pas, des moteurs de voiture, par exemple, fait appel à une solution d'IA. Vous avez eu la mauvaise idée de mettre ce modèle d'IA dans le cloud. Vous perdez la connexion au cloud. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas laisser votre production en rade le temps que la connexion se rétablisse. Donc pour ces raisons, on va vouloir venir déployer notre modèle directement à l'Edge et ne pas s'embêter avec ces contraintes. Je vais vous présenter maintenant le use case fil rouge qu'on va suivre pendant ce talk. Je m'appelle Steve, je suis qualiticien chez Canario. Donc chez Canario, on produit des petits canards en plastique comme ceci pour nos amis de la DuckConf qui en auront besoin de moi. Et on m'a demandé de venir expliquer mon métier. Donc mon métier, globalement, imaginez que j'ai une ligne de production devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser un canard, le regarder, vérifier sa forme, qu'il a bien un bec, le corps qui est la bonne forme avec des petites ailes. Ensuite, je vais regarder un certain nombre d'autres critères. La couleur du bec, elle est bien jaune. La couleur du corps, qu'elle est bien bleu canard. Et finalement, je vais regarder aussi s'il n'y a pas de rayures, de trous, ou que le canard ne semble pas abîmé. Une fois que j'ai considéré qu'il était conforme à tous ces critères qualité que je viens de vous évoquer, je vais le reposer, il va suivre sa vie jusqu'à nos amis de la DuckConf. Si jamais il était malencontreusement de mauvaise facture comme celui-ci, je vais le mettre sur un autre convoyeur qui, lui, va l'envoyer au recyclage. Donc là, je vous ai montré avec 2 canards. Il faut s'imaginer que la ligne de production, elle tourne à 3600 canards à l'heure, donc 1 canard seconde. Donc j'ai absolument pas le temps de tous les vérifier. Donc je vais en vérifier par échantillonnage. Je vais en prendre 100 sur un batch de 1000, par exemple. Et si je considère que les 100 sont conformes, mon batch est conforme. Enfin, vous imaginez bien que ça demande de l'attention. Là, j'ai énuméré un certain nombre de règles que je check à chaque fois. Donc mon énergie, mon focus va baisser dans le temps. Donc je vais être sujet à erreur. Ce qui fait que pour d'ailleurs pallier à ces erreurs, j'ai un certain nombre d'autres collègues qualiticiens et on se relaye toutes les 30 minutes pour faire essayer de baisser justement les éventuelles erreurs qu'on commettrait. Et en plus de ça, du coup, avec mes collègues qualiticiens, quand on tourne, on brainstorm un petit peu dans les couloirs et on s'est dit, mais si on n'essayait pas d'automatiser un peu cette tâche qui est quand même assez fastidieuse et très énergivore,
pour justement amener un peu plus de qualité et de meilleur rendement à notre usine. Et du coup, j'ai regardé un peu sur les internets et j'ai fait appel à ce super cabinet de consulting qui s'appelle Octo Technologies, qui m'a envoyé un expert en IA qui s'appelle Baptiste Janson, qui est venu me mettre ça dans mon usine, un mini ordinateur compact qui m'a dit, et 2 caméras qu'on peut trouver sur le marché, donc qui valent pas grand-chose, mais qui permettent de rapidement monter un dispositif. Et donc il m'a monté ça à côté de la ligne de prod, et en fait ça permet de venir scanner l'entièreté de la production. Donc maintenant on n'est plus en train de checker par échantillonnage les canards, mais on est en capacité de tous les visualiser et de les inspecter. En plus de ça, comme je vous le disais, c'est du hardware qui coûte pas cher, donc on va pouvoir potentiellement, si ce démonstrateur est validé, le déployer partout dans l'usine. Et ça va nous permettre de passer à l'échelle et réduire un certain nombre de coûts. Et dernièrement, il m'a dit qu'il avait mis un modèle d'IA dedans. Donc moi, je fais confiance à son modèle. Ça doit être statistiquement fiable. Le taux d'attention ne devrait pas baisser dans le temps, même s'il m'a quand même mis un moniteur pour superviser. C'est mon nouveau job. D'ailleurs, maintenant, je ne suis plus en usine, je suis dans le bureau d'études. Et en fait, je supervise sur un écran les prédictions dans le temps pour voir qu'il n'y ait pas de déviance ou de dérive. Je ne sais plus très bien le terme. Il vous en parlera par la suite. Voilà. Donc je vous ai planté le décor, maintenant j'imagine que vous trépignez un peu d'impatience, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il m'a déployé une interface qui me permet en fait de me connecter et de visualiser ce qui se passe sur l'ordinateur, le Raspberry qui est là. Et cette interface me permet de déclencher des inspections telles qu'elles ont lieu sur la ligne de production. Donc par exemple, là j'ai un canard qui est conforme, donc ce que je vais pouvoir faire, c'est lancer une inspection. Je récupère un identifiant, un certain nombre d'informations. Et là, je vais récupérer un certain nombre d'informations, notamment, soyez indulgents avec l'interface. On est en phase de démonstrateur, comme je vous le disais, donc elle n'est pas tip-top encore, mais elle a le mérite d'exister. Et donc, je récupère une décision qui est KO, là, en l'occurrence, un certain nombre d'informations liées aux photos que j'ai prises et au contexte de l'inspection. Et notamment un certain nombre de prédictions. Donc là, je vais pouvoir voir que sur l'angle de vue de dos, le modèle a dit qu'il n'était pas bon ce canard à 65%. Et je vais pouvoir récupérer la même information de ce côté-ci. On va essayer une autre photo pour voir, parce que encore une fois, comme on est en phase de test, c'est pas encore tout à fait opérationnel. En plus, lui, il a entraîné le modèle d'IA en chambre, donc il n'a pas utilisé les mêmes caméras, les mêmes photos, donc il n'a pas eu le même environnement, ce qui fait que ça peut perturber un peu le modèle. Bon, toujours pas, il fonctionne pas très bien. Je vais lui faire un retour pour qu'il m'améliore tout ça. Mais globalement, vous avez l'idée. Je vais essayer avec un canard qui, lui, n'a pas d'arrière. Voir ce que ça donne. Bon, là, ça va, il me dit qu'il est KO. Et sur les 2 angles de vue. Donc il s'est rendu compte qu'il manquait un petit bout et donc on va pouvoir jeter ce canard. Voilà. Bon, merci pour cette démonstration, Steve. Je vais rendre la parole à Baptiste qui va vous expliquer un petit peu le comment il a fait. Je vous prie de bien vouloir applaudir Steve. Alors, maintenant je vais vous expliquer un petit peu le comment on a fait. Regardez pas forcément la slide, elle est hyper complexe, c'est volontaire, pour que vous preniez conscience en fait du fait que déployer un modèle d'IA à l'Edge dans le use case qu'on vient de prendre, c'est compliqué. Il y a un certain nombre d'étapes à faire qui sont longues et qui sont coûteuses, et donc je vais vous les énumérer vite fait, mais globalement vous avez besoin de collecter des images pour pouvoir entraîner un modèle. Pour pouvoir l'entraîner avant, il faut que vos images soient labellisées, bien évidemment. Une fois que vous avez entraîné votre modèle, vous avez besoin de le déployer, de l'exposer quelque part, de le packager pour pouvoir ensuite le déployer. Pour pouvoir déclencher une séquence d'inspection, comme je vous l'ai montré, vous allez besoin d'avoir aussi, vous allez devoir implémenter toute la logique de la prise d'image jusqu'à soumettre les images au modèle d'IA pour prendre une décision, parce que là, vous l'avez vu, j'ai 2 caméras. Donc potentiellement, vue d'une caméra, le canard peut être vu comme bon.
de l'autre comme pas bon. Donc une fois qu'on a nos différents angles de vue et une prédiction sur chacun des angles de vue, on va prendre une décision globale pour dire si notre canard est bon ou pas. Et enfin, on va publier cette décision quelque part pour en faire quelque chose. Pardon. Si je reprends l'exemple de la ligne de production, on va par exemple commander à un automate de piloter le canard défectueux vers le recyclage. Et dans le cas d'un canard en bon état, l'envoyer chez notre client. Enfin, on va avoir besoin de déployer nos services, ajouter un peu de remontée de données pour pouvoir suivre les prédictions dans le temps, s'assurer qu'on n'ait pas de dérive, de drift justement au niveau de nos modèles, et éventuellement activer des réentraînements si besoin. Et en optionnel, on peut se construire une UI comme l'interface que vous montrait Steve juste avant, qui vous permet justement de visualiser un petit peu ce qui se passe à l'edge. Donc vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. Mais heureusement, on va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'outils qui existent, qui permettent en fait de ne pas réinventer la roue, notamment le repository dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle VIO, qui veut dire Visual Inspection Orchestrator. Donc en fait, dans ce repo, on a construit un framework qui permet d'accélérer les use cases d'inspection visuelle, et on va retrouver notamment 3 composants principaux. L'Edge Orchestrator, qui est un composant qui permet d'orchestrer toute la suite d'une inspection, donc prendre les images, une fois qu'on a récupéré des images, les envoyer au modèle d'IA pour récupérer des prédictions, une fois qu'on a ces prédictions, prendre une décision et ensuite publier la décision. Ensuite, on a le Edge Model Serving, ça va être le composant qui va nous permettre d'exposer notre modèle d'IA, de le servir pour qu'on puisse obtenir des prédictions. Et le dernier composant, ça va être l'Edge Interface, celui qui nous permet de visualiser ce qui s'y passe. En plus de ça, on va avoir un certain nombre de scripts de déploiement qui vont nous permettre d'automatiser le déploiement sur un edge cible. Donc ça, c'est la partie software. Côté hardware, on s'est équipé aujourd'hui de ce qu'on appelle du commodity hardware. Donc c'est du hardware bon marché que vous pouvez trouver sur Internet. Donc un Raspberry, une caméra USB et une caméra Raspberry AI. D'un point de vue architecture, voilà comment ça marche sous le capot. Donc sur le Edge, sur le Raspberry, on va retrouver nos 3 services qui sont dockerisés. L'Edge Orchestrator, lui, est relié aux 2 caméras, c'est lui qui interagit avec celle-ci, et il communique avec les 2 autres composants. Et côté hub, ce qu'on appelle hub, c'est l'ordinateur en centrale qui permet d'effectuer les déploiements. Parce que là, il faut s'imaginer que je l'ai déployé sur un edge, mais potentiellement, si on passe à l'échelle, on va le déployer sur n edge. Et donc, on va le faire de manière distante, pour automatiser tous ces déploiements. Et donc, aujourd'hui, le hub, c'est mon ordinateur qui est là. Et comme mon edge n'a pas d'écran, c'est l'écran de mon ordinateur qu'on voit. Mais on est bien connecté sur le edge. Allez, maintenant, je vais vous montrer du coup qu'est-ce qu'on va coder aujourd'hui. Donc vous êtes venu à un talk qui s'appelle déployer des modèles d'IA à l'edge. Donc on va coder principalement la partie justement modèle d'IA. Donc comment pouvoir obtenir des prédictions sur la base de nos images. Et là vous retrouvez la séquence d'inspection visuelle que je vous décrivais tout à l'heure. Une fois qu'on l'aura implémenté, on va le déployer sur le Raspberry. En s'appuyant sur Ansible notamment. Ansible, c'est un logiciel qui permet d'automatiser les déploiements, de configurer des VM à distance, d'automatiser un certain nombre de choses. Et Docker aussi pour orchestrer nos conteneurs à l'edge. Allez, je passe côté code maintenant. Je vais commencer par la partie, le composant qui s'appelait Edge Orchestrator, pour vous montrer 2 choses. La première, en fait, c'est qu'on s'appuie sur FastAPI, une librairie en Python qui permet d'implémenter des serveurs asynchrones. Notamment, il s'appuie sur Starlet, c'est une autre librairie en Python qui permet en fait, d'implémenter un certain nombre de tâches de fond. Donc là, on va s'appuyer sur l'asynchronisme et les tâches de fond pour pouvoir en fait, lancer potentiellement N inspections en même temps. Parce que là, je vous le disais tout à l'heure, pour pouvoir être en capacité de tacler du temps réel, j'ai inspecté un canard, j'ai mis du temps entre les inspections, mais la ligne de production, elle tourne
3600 canards heure, 1 canard seconde. Donc en une seconde, il faut être capable d'avoir inspecté un canard. Donc on va s'appuyer sur de l'asynchronisme et des tâches de fond pour pouvoir assurer la performance. Ensuite, je vous montre rapidement la séquence d'une inspection visuelle où on va prendre des images, les stocker, et ce qui va nous intéresser, nous surtout aujourd'hui, c'est la partie je prédis sur ces images en utilisant un modèle d'IA. Voilà, donc là j'arrive sur le composant qui s'appelle Edge Model Server, qui est lui le composant qui va nous permettre d'obtenir une prédiction, qui est le composant qui interface le modèle d'IA. Donc lui, il a une route qui s'appelle Predict. Pareil, on s'appuie sur FastAPI pour ces mêmes propriétés asynchrones. Cette route Predict, on lui passe un nom de modèle, parce que potentiellement ce composant peut héberger plusieurs modèles d'IA qu'on souhaite utiliser, et un payload dans lequel en fait, on va passer l'image sur laquelle on souhaite avoir une prédiction. Donc d'abord, pour pouvoir implémenter cette route qui nous permet de prédire sur une image, on va avoir besoin d'un modèle d'IA, et pour ça, je vais avoir besoin de créer ce qu'on appelle un interpréteur. Pour créer l'interpréteur, je m'appuie sur une librairie qui s'appelait avant TensorFlow Lite, qui s'appelle maintenant LiteRT. Vous voyez l'import en haut là. C'est une librairie en fait qui permet de servir des modèles d'IA en mémoire. Et en fait, elle a deux grandes fonctionnalités, cette librairie. C'est qu'elle permet de convertir des modèles type TensorFlow, PyTorch, ONNX, ce que vous voulez, en un format qui s'appelle Lite, enfin TensorFlow Lite, qui en le transformant, en fait, va vous alléger votre modèle. Ça s'appuie notamment sur la quantization en anglais, quantification. Ce que ça va faire, c'est que ça va downcaster les types utilisés pour chacun des poids de votre modèle. En général, les poids d'un modèle, ils vont derrière être stockés dans des champs float 32 par exemple. Et bien là, au lieu de passer sur du float 32, on va basculer sur du float 8 par exemple, pour justement réduire la taille du modèle en mémoire et accélérer l'inférence. Donc c'est toute la puissance de cette librairie. Et donc là, je vais être en mesure du coup de créer un interpréteur qui vient charger mon modèle en mémoire. Donc je lui passe le chemin de où se stocke mon modèle, et lui va créer un objet qui s'appelle interpréteur qui l'interface. Ensuite, cette librairie, elle est implémentée en C++ dessous. Qui dit C++ dit pointeur, pardon. Donc on va allouer une zone mémoire pour charger justement les poids de notre modèle. Une fois que j'ai fait ça, je suis capable d'avoir un interpréteur qui me permet d'utiliser mon modèle. Donc je reviens côté route API qui me permet de prédire. Et là, du coup, en fonction du modèle qui m'a été passé en paramètres, bon, dans ce cas-là, j'en ai qu'un seul, mais je vais choisir le modèle dont j'ai besoin. Et ce modèle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je vais venir récupérer un certain nombre d'informations, notamment des détails sur les paramètres d'entrée, pour notamment savoir quelle est la taille de l'image attendue par le modèle, pour éventuellement procéder à un redimensionnement, mais surtout en fait pour récupérer le type attendu par le modèle. Je vous parlais tout à l'heure d'un downcasting de type. Donc là, ce qu'on va vouloir savoir, c'est quel est le type attendu par le modèle pour éventuellement effectuer un redimensionnement de l'image et la mettre dans le type ciblé par le modèle. Donc je peux aussi récupérer la taille si jamais l'image n'est pas à la bonne dimension. Une fois que j'ai fait ça, mon image va être en capacité de la convertir en NumPy-Array. Je vais passer mon image dans une zone mémoire qui va permettre, je vais pas trop vite, dans une zone mémoire qui va permettre en fait au modèle de l'utiliser pour faire une inférence. Et ensuite, on vient prédire
en faisant un interpreter.invoke. Et donc là, on va récupérer des poids, pareil dans une certaine zone mémoire, des scores, pardon, excusez-moi, on va récupérer des scores de prédiction du modèle. Donc là, on a implémenté la route predict qui nous permet de récupérer des prédictions en ayant fourni en entrée une image. Donc je vous ai pas mal parlé de cette librairie TensorFlow-Lit ou LitRT qui s'appelle maintenant. Elle permet d'utiliser aussi ce qu'on appelle des délégués. Si jamais vous avez des très fortes contraintes de temps réel, vous pouvez vous appuyer sur des délégués qui vont être des accélérateurs qui vont faire que le calcul va se réaliser plus vite. Donc un des délégués de cette librairie, ça va être s'appuyer par exemple, ils ont une implémentation qui optimise les instructions d'un processeur ARM. Bon, il y en a pour d'autres processeurs, mais sachez que du coup, pour optimiser le calcul, il y a un de ces délégués qui est disponible. Si vous avez la possibilité de jouer sur la partie hardware, vous pouvez aussi, si vous souhaitez rester dans le monde du Raspberry par exemple, utiliser ce qu'on appelle des HAT. C'est des hardware attached on top. En fait, c'est un composant hardware que vous allez venir placer comme un Lego sur votre Raspberry et qui va venir donner des capacités de calcul supplémentaires à votre Raspberry. Si vous ne souhaitez pas rester dans l'univers du Raspberry, que vous avez par exemple vos serveurs avec du GPU de chez NVIDIA par exemple, vous pouvez vous appuyer sur ce GPU pour accélérer vos calculs et vous appuyer sur une librairie qui s'appelle par exemple TensorRT, qui est l'équivalent de LitRT chez NVIDIA. Donc vous avez pas mal de solutions à votre disponibilité pour la partie servir le modèle de manière efficace. Une fois que j'ai mon modèle qui est implémenté, mon serveur qui est implémenté pour servir mon modèle, ne regardez pas, c'est juste, je vous montre qu'on a un Dockerfile qui va nous permettre de packager ça pour faciliter le déploiement. Sachez que notre serveur, on va le packager en multiplateforme, ce qui va nous permettre de le déployer à la fois sur le Raspberry, qui a une architecture de CPU ARM, comme sur ma machine qui, elle, a des CPU Intel. Une fois qu'on a packagé nos différents composants, donc là je vous montre un Docker Compose, qui est l'outil qui va nous permettre d'orchestrer les différents services à l'Edge. On retrouve dans ce Docker Compose les trois services principaux, Edge Model Serving qui sert notre modèle, dont je viens de vous parler, l'orchestrateur qui permet d'assurer l'inspection, la chaîne d'inspection, et Edge Interface pour pouvoir voir ce qui s'y passe. On a fait le choix d'utiliser Docker Compose. Vous pouvez utiliser d'autres outils comme Kubernetes. Bon, Kubernetes pour l'Edge, ce n'est pas adapté. Par contre, vous avez ce qui s'appelle K3S. C'est la version Kubernetes adaptée à l'Edge, justement, donc qui est plus allégée et qui permet de faire tourner ça de manière efficace. Par souci de simplicité, dans cette démo, on s'appuie sur Docker Compose. Dernière chose, une fois qu'on a déclaré nos services dans le Docker Compose, on va chercher à déployer tout ça sur la cible. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va s'appuyer sur un playbook Ansible. Un playbook Ansible, c'est quoi? C'est un peu comme une recette de cuisine. Vous allez décrire les différentes instructions que vous souhaitez réaliser. Et lui, il va le faire en fait sur la machine cible. Et donc là, par exemple, le playbook, ce qu'il permet de faire, c'est de créer un répertoire sur mon Edge, venir y copier un makefile qui me permet d'automatiser un certain nombre de commandes que je vais vouloir réaliser sur mon Edge, copier le Docker Compose sur le Edge et enfin démarrer tous les services. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire un Ansible deploy en utilisant ce playbook et tous les services vont être démarrés sur mon Edge. Bon, là, c'est un peu inutile que je le refasse, mais ça permet ensuite d'avoir accès à cette UI que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà, maintenant, si vous deviez retenir trois choses de ce que je viens de vous raconter, c'est que grâce à l'IA à l'Edge, on va être en capacité de tacler un certain nombre de use cases qu'avant on ne pouvait pas faire parce qu'on avait des contraintes de temps réel, parce qu'on avait des contraintes de sécurité ou d'autonomie. Donc maintenant, sachez que c'est possible. En plus, je vous ai montré qu'avec des composants disponibles sur étagère, VIO, Ansible, Docker, du hardware de commodité qui ne coûte pas cher, on est en capacité de le faire sans trop de difficultés.
Et dernière chose, là je vous ai montré comment le faire pour un edge. Sachez que si vous souhaitez passer à l'échelle parce que ce démonstrateur, ce premier use case a été concluant, vous allez devoir faire un certain nombre de choix et un choix stratégique. Est-ce que vous souhaitez vous embarquer, vous, en tant qu'entreprise, dans l'implémentation de cette solution, de la maintenir dans le temps, de la superviser, ou déléguer ça à une entreprise tiers qui va être spécialisée là-dedans, parce qu'il y a un certain nombre de solutions sur étagère, bien sûr, qui existent, pour vous faciliter la vie. Sachez que ce genre de choix, on va en général les laisser en fonction du métier. Le métier va nous dire est-ce que le use case qu'on veut traiter est stratégique ou non pour l'entreprise, auquel cas on le traitera en interne ou on le délèguera.